Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE et de la transition écologique, avec au sommaire aujourd'hui notre invitée Audrey Tcherkov, présidente de l'Institut de l'économie positive, directrice générale du Women's Forum, croissance durable et rentable, égalité salariale, machisme de la finance à venir. Et justement pour illustrer les difficultés des femmes chefs d'entreprise à financer leurs projets, notamment dans la tech, on va revoir ensemble le débat consacré à l'EIA Capital. Et puis dans Smart Ideas, une innovation dans la filière des déchets avec Unico, vous verrez. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Audrey Tcherkov, bienvenue. Vous êtes donc avec nous en visioconférence. Vous présidez l'Institut de l'économie positive depuis 2018 et vous avez pris la direction générale du Women's Forum. C'était en avril dernier. On commence avec l'économie positive créée par la Fondation Positive Planète de Jacques Attali. C'est quoi les missions en fait? Ça veut dire quoi économie positive? Alors bonjour Thomas Hugues, tout d'abord je suis très heureuse d'être sur Bismart avec vous aujourd'hui, même si ça aurait été mieux en plateau évidemment. Alors l'économie positive, c'est celle qui fait passer le long terme avant le court terme, c'est-à-dire que c'est l'économie qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le capitalisme patient. On va travailler sur des temps plus longs pour avoir des résultats qui ne vont pas soit détruire la planète, soit avoir des conséquences sociales désastreuses. Et de toute façon, on voit bien, hein, l'humanité, enfin notre monde ne pourra pas survivre si les hommes politiques ou les dirigeants d'entreprise ne pensent qu'au cours de bourse de la semaine prochaine ou à leur réélection. Donc il faut absolument implémenter des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de rentabilité qui ne soient pas fondés sur le principe seulement de moindre nocivité, je dirais, ou alors d'action ponctuelle de bienfaisance, mais vraiment sur l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur la société à tous les niveaux. Et donc pour ça, il s'agit de savoir comment apporter croissance et développement aux générations à venir de façon plus durable et équitable. Et ça exige simplement, si vous voulez, que les entreprises et que les chefs d'entreprise placent l'intérêt général avant le leur et qu'ils considèrent les dépenses pour la protection de l'environnement, dans la santé, dans la lutte contre les inégalités, par exemple, comme des investissements et plus comme un coût. Ouais. Vous avez publié chez Fayard, avec Jacques Attali, un manuel pour une sortie positive de la crise. Et le point de départ de ce manuel, l'un des éléments marquants, c'est une enquête d'opinion menée auprès de 6000 personnes à travers le monde, dans les pays du G20. 96% des citoyens de ces pays du G20 souhaitent des changements durables dans leur société. Mais est-ce qu'ils sont prêts, Audrey Tcherkov, au bouleversement que cette transition écologique, révolution dont on parle tous les jours dans notre émission, peuvent provoquer au quotidien? Je pense par exemple au transport. Pour des millions de Français qui vivent en zone rurale, c'est 30% des Français, 30% de la population aujourd'hui. La voiture, à l'instant T, c'est non négociable. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument, évidemment. Il y a le sujet de comment est-ce qu'on règle les fins de mois, avec le sujet de la fin du monde, évidemment, qui va approcher de plus en plus vite si on ne prend pas soin de notre environnement et de notre société de manière plus générale. Quand on a lancé ce sondage, on n'a pas été vraiment surpris de voir qu'en effet, 96%, vous l'avez rappelé, des citoyens des pays du G20 demandaient vraiment des changements durables dans leur société à l'issue de cette crise. Mais on a été plutôt surpris par le fait qu'ils étaient prêts justement eux-mêmes à implémenter des changements dans leur quotidien. Par exemple, plus de 80% des citoyens se disent prêts à gagner un peu moins d'argent pour justement que le restant soit reversé sur des sujets d'intérêt général, prêts aussi à passer beaucoup plus de temps qu'ils ne le passent aujourd'hui à prendre soin de leurs concitoyens. Et ça a été vraiment un projet passionnant, puisqu'on a mis en avant des thématiques primordiales de l'économie de la vie, le lien entre la protection de l'environnement et la santé. On voit bien que la santé humaine, animale et environnementale sont liées, et pourtant on travaille en silo. Donc on a proposé une série de solutions très concrètes à destination des leaders du G20, mais aussi de nombreuses pistes d'action individuelles et collectives, justement pour que chaque citoyen puisse se réinventer et soit artisan du changement. Sur Bismart, on a évidemment beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres et de salariés évidemment, mais qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont un puissant levier de transformation sociétale, peut-être le plus puissant ?
Bien sûr. Alors, je pense que les entreprises, elles ne peuvent pas faire tout toutes seules, de la même manière que les gouvernements ne peuvent pas tout faire tout seuls, et que la réponse, elle sera vraiment collective. Mais c'est sûr que quand, par exemple, Shell annonce que ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre vont être pris en compte dans la rémunération des dirigeants. Je veux dire, ça c'est formidable. Ça va, comment dire, impliquer un changement et une véritable transformation. AXA, pareil, qui débloque une enveloppe de 7 millions d'euros pour réduire progressivement l'écart des salaires ou encore des PME. J'ai l'exemple en tête de cette PME qui met à disposition un guide pour promouvoir l'égalité homme-femme et l'égalité professionnelle au sein de son organisation. Tout ça, c'est formidable. Et justement, plutôt que d'être dans les mesures coercitives qui sont punitives, moi, je suis plutôt dans l'incitation positive, évidemment. Et c'est ce qu'on fait avec l'Institut de l'économie positive en accompagnant toutes les entreprises de toute taille et tous secteurs confondus, justement, dans leur transition positive. Et ça concerne les enjeux environnementaux, de gouvernance et sociaux. Alors l'égalité femmes-hommes et notamment l'égalité salariale, c'est évidemment l'un des thèmes portés par le Women's Forum dont vous avez pris la direction générale en avril dernier. C'est une entreprise du groupe Publicis. Qu'est-ce que vous voulez impulser à la tête du Women's Forum ? Alors, tout d'abord, les liens évidemment entre les deux sujets sont évidents, puisque l'économie positive, on l'a dit, hein, c'est vraiment l'ensemble de ces actions qui sont tournées vers l'intérêt des générations futures. Et finalement, quoi de plus important pour les générations futures, enfin pour les générations qui vont arriver, que d'accompagner aujourd'hui toutes les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale, à avoir accès aux mêmes possibilités, aux mêmes chances, avoir les mêmes rêves, avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes, en traitant ce problème d'inégalité vraiment qui perdure à l'échelle mondiale dans son entièreté. Et pas dans l'intérêt des femmes seulement, évidemment, mais bien évidemment dans l'intérêt de tous, puisque priver les femmes de s'impliquer dans les instances de gouvernance, c'est se priver de la moitié des talents et quelque part, c'est n'avancer que sur une jambe. Donc les liens entre les deux organisations et les deux sujets sont évidemment très clairs. Et ce que j'ai envie de vous dire, pour répondre à votre question, ce que j'ai envie d'impulser, c'est le fait de rassembler. Je pense que face à la fracture sociale qu'on est en train de vivre en France, mais dans l'ensemble des pays du monde, puisqu'elle n'épargne personne, cette fracture sociale, plus que jamais, il est essentiel de rassembler les gens. Donc j'ai envie de m'adresser à la société civile à travers les grandes conférences internationales que le Women's Forum organise, aussi aux leaders et aux dirigeants politiques et économiques. Et j'ai envie de m'adresser à toutes les femmes et pas seulement à une catégorie de femmes. Et ce qui est très important pour moi, c'est la mesure d'impact. C'est-à-dire que comment est-ce que le Women's Forum va aujourd'hui, en 2022, sachant que l'égalité femmes-hommes n'a jamais été aussi ébranlée, comment est-ce qu'on va développer une mesure d'impact? Donc nous avons créé, là en très peu de temps, en à peine 12 mois, plusieurs coalitions. Je pense à Centrale Sup, avec Centrale Supélec et Centrale Supélec Alumni. On a développé un programme de mentorat pour encourager les jeunes étudiantes à se lancer dans les filières technologiques, puisqu'on connaît les chiffres accablants dans ces secteurs-là, avec un manque de représentation féminine absolument terrible. Et tout ça, ce sont les métiers de l'avenir. Donc plus que jamais, on a besoin d'encourager les femmes et les jeunes femmes à se lancer dans ces filières-là. On a aussi un souci, puisqu'une fois qu'elles se sont lancées, une fois qu'elles ont intégré ce qu'on appelle les filières STEM, scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à changer de trajectoire et de parcours en cours de route, parce qu'il y a un écart salarial beaucoup plus important dans ces filières-là. Donc vous voyez, c'est vraiment un combat, comment dire, ce qu'on appelle le leaky pipeline, vraiment au long cours. Et puis on a aussi lancé un incubateur qui s'appelle Women Entrepreneurs for Good avec HEC et Procter & Gamble, qui vise à incuber les jeunes femmes qui ont des idées de start-up avec un impact positif sur leur environnement. Voilà, et donc on les accompagne. Mais Audrey Tcherkov, quand ces jeunes femmes
traverser ces différents obstacles, on va dire, elles ont du mal à financer leurs entreprises. On va revoir juste après votre interview un débat qu'on avait eu avec Sarah Huet et Émilie Daversin, les deux des fondatrices de Leia Capital. Oui. Les femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins d'argent que les hommes auprès des fonds d'investissement. La finance, c'est quoi? C'est le dernier bastion du machisme? Alors écoutez, en effet, là vous me mettez le doigt sur le nerf de la guerre, parce que le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Et on voit que si les rapports et les conférences, elles se multiplient sur le sujet-là, on voit que les chiffres ne bougent pas, puisqu'en effet, c'est 2% des startups qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes qui sont financées en France. Bon, vous imaginez ce qui se passe à l'échelle mondiale. On a d'un côté des évolutions qui sont très positives. Par exemple, la loi Rixain qui date du 24 décembre dernier, qui est une loi qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle et qui a vraiment pour objectif de remédier aux difficultés qui sont rencontrées par les femmes, justement en facilitant leur accès à l'autonomie financière, à l'insertion professionnelle lorsqu'elles ont eu un enfant, etc. Tout ça, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est une vraie victoire, puisque ça impose aussi un quota de 40% de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes d'ici 2029. Maintenant, quand on regarde en effet ce qui se passe très concrètement, de manière globale, les femmes restent encore trop souvent sous-représentées, mais même au niveau des entreprises du CAC 40, hein, ça ne concerne pas que les startups. Engie aujourd'hui est la seule entreprise dirigée par une femme, Catherine McGregor. Alors évidemment, ça va changer, puisqu'Antoine Frérot, qui est aujourd'hui à la tête de Veolia, passe le braquet à Estelle Brachlianoff. C'est bien, on sera à deux. Un dernier mot pour conclure. Voilà. Non, écoutez, un dernier mot, c'est que je pense que plus que jamais, il faut rester positif, il faut encourager les citoyens, les entrepreneurs et les leaders politiques qui ont envie de changer les choses et de réenchanter un peu le débat avec des exemples concrets positifs qui existent, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup, merci Audrey Tcherkov. À bientôt sur Bismart. Et donc, comme promis, on va revoir ensemble ce débat consacré à Leia Capital. Comment financer les start-up, les entreprises au féminin? Des Business Angels au féminin, je vous présente mes invités. Sarah Huet, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice du cabinet Female Agency. À vos côtés, Émilie Daversin, bonjour. La cofondatrice de VO2 Group, avec 12 autres femmes entrepreneurs, dirigeantes, créatives, avocates. Vous avez donc créé Leia Capital. Ça commence par un constat. J'avoue, je me doutais quand même que c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes, mais je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce chiffre du baromètre Sista 2019. Les fondatrices d'entreprises lèvent en moyenne, écoutez bien, 2,5 fois moins, 2,5 fois moins que les fondateurs auprès des principaux fonds d'investissement. Bref, ça s'appelle du machisme pur, hein, c'est vraiment la définition du machisme. Mais moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est plutôt que de crier au scandale, vous avez décidé d'agir. C'est quoi le principe de Leia Capital? Qu'est-ce qui veut démarrer? Allez, Sarah Huet. Oui, alors Leia Capital, donc c'est un fonds, un collectif de business angels. Donc on a toutes mis déjà une poche nous-mêmes. Ouais. Donc c'est un collectif. On investit dans des projets qui sont assez jeunes, et c'est là où se pose le vrai problème. Donc des tickets entre 25 et 70 000 euros. Ouais. Pour financer du coup l'entrepreneuriat féminin. On est donc que des femmes, et avec deux missions. Donc la première mission qui est d'accélérer le business des femmes, de financer l'entrepreneuriat féminin, et puis la deuxième mission qui est de promouvoir l'investissement au féminin. Et c'était très important pour nous aussi. Cette deuxième mission est vraiment complémentaire à la première. Émilie, tu veux peut-être aussi parler du coup de notre thèse d'investissement? Oui, alors on investit dans des startups en développement, hein, bien évidemment, dont des tickets de 30 à 70 cas. Et alors, on ne s'interdit pas d'investir dans différents domaines, mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir une petite dimension tech. En tout cas, pour moi, c'est essentiel. On sait aujourd'hui que ça drive l'essentiel de la croissance des jeunes entreprises. Donc voilà, une solution drivée par l'IA, une plateforme digitale, voilà. Ça, ce sont les secteurs, on va dire, que vous privilégiez. Le constat que j'ai fait à l'instant, est-ce que vous l'avez vécu l'une et l'autre quand vous avez créé vos entreprises, Émilie Daversin?
Alors moi j'ai cofondé mon entreprise avec mon mari. Nous avons aujourd'hui 9 partenaires. Ce sont tous des messieurs, donc je suis toute seule et ça se passe très très bien. Néanmoins, voilà, bien évidemment, je pense que je ne me serais pas forcément lancée toute seule il y a 10 ans. Donc ça c'est évident. Le marché était encore plus petit. Nous n'avons pas levé de fonds, donc je ne me suis pas confrontée à ce sujet-là. En revanche, quand j'ai essayé de lancer une start-up il y a 5 ans, effectivement, le problème de l'investissement s'est tout de suite posé. Et c'est très intéressant. Les femmes n'étaient pas toujours les plus motivées pour accompagner le projet, qui en l'occurrence était tech, peut-être un petit peu trop en avance. Donc voilà, c'est pas seulement un sujet homme-femme. Je crois qu'au global, le marché n'était pas mûr il y a quelques temps pour accompagner les projets de femmes. Sarah Huet, est-ce que, je reviens à ce baromètre Sista, parce que ça montre que la situation, elle va en s'aggravant en fonction des sommes qu'on lève. C'est-à-dire que pour un amorçage, une CRA, B ou C, ça va crescendo, si j'ose dire. Alors, le problème, et en fait, il y en a à tous les stades. Le problème principal, c'est ça en fait, dès l'amorçage, ces chiffres que vous avez évoqués, 2% aussi des fonds levés par des projets uniquement féminins, c'est un autre chiffre. On reste sur le même ratio, 2% des fonds levés, 20% de femmes entrepreneurs. Pourtant, donc il y a des dossiers, et nous, on en a reçu beaucoup. On a reçu 50 dossiers en quelques semaines, puisqu'on vient juste de lancer 50 dossiers. On a regardé 10, on a déjà investi dans 2. Donc, il y a des dossiers, il y a une profondeur de marché, et simplement en face, en effet, c'est un monde d'hommes. Émilie en a parlé. Moi, je viens de ce monde-là, du monde de l'investissement, et c'est vrai qu'on a des ratios qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire 10% d'hommes décideurs dans les fonds d'investissement. On est à peu près au même ratio que ce qui se passe aux États-Unis. Donc très peu de femmes. Donc c'est 10% de femmes décideurs dans les fonds d'investissement. Exactement. C'est ça, donc seulement 10%, donc 90% d'hommes, évidemment. Et donc ça crée 2 problèmes. Le premier, c'est des biais qui peuvent arriver dans la sélection, la revue des dossiers par ces fonds d'investissement. Et puis le deuxième, c'est peut-être qu'ils peuvent être un petit peu moins sensibles à des sujets que nous, on peut regarder en tant que femmes et être un peu plus sensibles sur la santé des femmes, tout ce qu'on appelle la femtech. C'est quelque chose qui est très large, qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause et qui traite de la santé des femmes. On ne regarde pas que ça. D'ailleurs, les dossiers sur lesquels on a investi ne sont pas forcément des dossiers propres à la santé des femmes. Mais en tout cas, on se dit un petit peu peut-être plus proche d'elles pour investir. On peut peut-être les donner. C'est quoi il y a deux investissements, peut-être un des exemples. Il y a une plateforme incroyable autour de la décoration qui s'appelle De Bon Goût, donc une plateforme à la fois qui propose du neuf et de la brocante. C'est un marché qui va exploser puisque les millénials là commencent à s'installer, donc et c'est un marché qui est très éclaté. Donc nous avons une magnifique plateforme là que nous allons accompagner. Et puis Auxilia, il se trouve que dans les aéroports, on s'est rendu compte que on n'arrivait pas à détecter avec tout ce qu'on avait comme instrument un certain nombre d'éléments dangereux qu'on pouvait cacher dans les valises. Moi, je pensais que on pouvait le faire, mais non, c'est les détecteurs à métaux qui font le travail. Donc là, on a un logiciel qui est drivé par l'IA, qui est très puissant, qui est accompagné par beaucoup d'organisations très très reconnues. Je crois que c'est accéléré aussi par un incubateur connu. J'ai pas les noms en tête, mais peu importe. Par l'incubateur HEC. Par l'incubateur HEC. Et donc, là, on a une composante tech très, très forte, et c'est une femme incroyable aussi, Greta. Très jeune. Très jeune. Vous êtes 14 femmes, c'est ça, dans l'IA Capital, avec des expertises différentes. Est-ce que vous mettez vos expertises, Sarah Huet, au bénéfice des projets que vous sélectionnez, et comment justement vous les accompagnez, ces projets? Tout à fait. Alors, on a des profils très complémentaires. Il y a 7 femmes qui sont proches de l'entrepreneuriat, donc ont lancé déjà des sociétés. Et puis 7 femmes qui ont aussi des expertises très complémentaires dans des secteurs. Donc, ça peut être la banque, la finance, l'immobilier, la com, marketplace. Donc, des expertises très complémentaires. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir... Elles ne vont pas venir seulement pour un ticket qui est petit. On a une goutte d'eau encore dans le financement. Mais elles viennent aussi surtout pour le réseau qu'on va pouvoir leur ouvrir, ces compétences aussi qu'on va pouvoir leur mettre à disposition. Donc c'est tout ça aussi l'IA Capital, et c'est aussi tout encore une fois, on est
autour d'un écosystème, moi avec les fonds d'investissement. Donc l'idée, c'est aussi de les aider à lever derrière leur plus gros ticket, parce qu'on est assez bien connectés chacune dans nos réseaux respectifs. Donc c'est cette force de frappe en fait que ces entrepreneurs-là viennent chercher. Et au-delà de ça, je pense que c'est un côté très confiance. Alors, en tout cas, c'est le cas pour les premiers projets qu'on accompagne, d'être reçu par des femmes et la bienveillance qu'on peut aussi porter et apporter en revoyant leurs projets. Je pense que c'est aussi ce qu'elles recherchent. Et parfois, elles se mettent elles-mêmes des conditions peut-être un peu limitantes face à que des hommes. Là, c'est l'inverse. On n'est que des femmes. Donc, c'est aussi quelque chose de différent pour elles. Et on va les accompagner tout au long, évidemment, tout au long de leur aventure. Émilie Daversin, est-ce que c'est aussi se préparer au pitch, quoi, et aux biais auxquels elles vont, alors peut-être leurs propres biais, mais les biais auxquels elles vont être confrontées chez leurs interlocuteurs essentiellement, vous l'avez dit, masculin, 90% masculin. Oui, bien évidemment, mais il y a vraiment cette dimension de confiance, de valorisation. Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans. C'est très dur, il faut tenir le choc. Et je pense que les femmes ont besoin d'être valorisées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Tout ce qu'on observe autour du marché de l'investissement, tout ce qu'on observe autour des femmes et de la tech, c'est à peu près pour moi le même sujet. Les femmes ont besoin d'être valorisées, elles ont besoin d'être sur des éléments concrets, pouvoir se sentir reconnues dans ce qu'elles font. Et je pense que l'EIA Capital offre cette dimension très personnelle, très intime, qui est essentiel à l'entrepreneur s'il veut se dépasser. Sinon, honnêtement, l'aventure ne vaut pas vraiment la peine. Ouais. Je crois que vous l'avez dit, c'est un binôme à chaque fois qui va accompagner le projet, c'est ça, En fait, oui, dans la revue des dossiers, on est toujours en binôme ou en trinôme, donc ce qu'on appelle la due diligence, quand on regarde des dossiers et quand on les investit. Et puis ensuite, par contre, les décisions d'investissement sont collégiales, donc on est tout ensemble et on reçoit les entrepreneurs tout ensemble. On essaye d'avoir 2-3 deals chaque mois qu'on reçoit et qu'on écoute, du coup. Féminiser la tech française, à quel point c'est un enjeu? Je ne sais pas, je pense que vous pouvez toutes les deux y répondre. Allez, Émilie, vous commencez. C'est un enjeu énorme et je pense qu'une des solutions, justement, c'est à travers tous ces projets d'entrepreneurs de montrer... L'enjeu, c'est de montrer que c'est extrêmement concret, que ça fait partie de notre quotidien. Je pense que le grand public, je vais vous donner un petit exemple. Donc, aujourd'hui, VO2 Group, c'est 450 consultants, ingénieurs, développeurs qui accompagnent la transformation des grands groupes. Je le dis que je suis femme entrepreneur et que j'ai ce parcours. Ça n'intéresse personne. En revanche, maintenant, je dis que je suis investisseur, que j'accompagne des startups, des jeunes pousses, que c'est très concret. Je parle de ces projets, et là, les yeux s'allument. Il manque une dimension très concrète dans nos métiers, dans ce qu'est la tech, et elle existe. Les banques, aujourd'hui, quand on parle de la fintech, sont toutes les applications mobiles qu'on utilise au quotidien. Quand on parle de la transformation par l'IA, c'est aussi tout ce qu'on voit dans le monde de la beauté, toutes ces applications qui nous permettent d'imaginer la beauté de demain. Bref, tout ça est très concret et je pense que là, dans les années à venir, l'enjeu va être de montrer des choses qui sont proches de nous pour attirer davantage de femmes. Mais ça commence, ça va être par les écoles d'ingénieurs. Il y a quel pourcentage de femmes dans les écoles en ce moment? Oui, alors on n'est pas très bon en France et on a perdu 6 points d'ailleurs dans les dernières années par rapport à nos homologues européens. Donc malheureusement, on n'est pas très bon. On essaye d'attirer de plus en plus. Il y a la loi Rixin qui est en train d'être votée aujourd'hui même pour développer ces quotas aussi qui vont certainement arriver dans nos écoles d'ingénieurs, voire même, c'est le sujet plus de mon entreprise aujourd'hui, dans les CODIR d'entreprise. Donc ces quotas qui ont montré déjà leur valeur sur les comités d'administration des grandes entreprises françaises, du SBF 120, du CAC 40, et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, tout le monde entier regarde la France, parce qu'on a 43% de femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est une réussite. Et ça va vers ça passe vers ça aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, si on pouvait s'en passer, évidemment. Et puis je rejoins tout à fait Émilie sur le côté rôle modèle. Aussi, je pense qu'on est là pour dire il y a un écosystème qui est très enthousiaste, il y a beaucoup de projets qui se lancent comme le nôtre, il y a d'autres collectifs qui œuvrent avec nous, on est très proche d'elles aussi. Donc c'est plutôt enthousiasmant sur la suite. Et ben voilà, on termine par un message positif. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter l'EIA Capital. Bon vent à votre aventure.
Smart Ideas avec Clément Marty, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et le président d'Unico, créé en 2018 avec Colin Nicolas et Jules Gramont. Histoire d'étudiants, c'est ça? C'est ça, on a commencé sur les bancs de l'école d'ingénieurs, une école orientée énergie près de Grenoble. Et puis on a formalisé l'idée, on a travaillé un petit peu le concept, et puis au fur et à mesure, ça s'est mis en création d'entreprise. Et aujourd'hui, on compte une dizaine de collaborateurs, tout le monde est toujours là, et puis on a à cœur vraiment d'impacter ce système startup. Alors justement, c'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Unico? Alors, Unico, aujourd'hui, c'est une solution clé en main à destination des collecteurs de déchets. On parle aussi bien de collecteurs publics, privés ou associatifs, pour faciliter et optimiser toutes leurs activités. Donc concrètement, ça se matérialise autour de deux interfaces. On a une plateforme web Unitech à destination du gestionnaire. Il faut l'imaginer comme une boîte à outils où il va retrouver toutes les fonctionnalités liées à son service. C'est de la planification de trajet, de l'optimisation de performance, gestion de contenants, facturation. Et puis, sans penchant sur le terrain, pour les chauffeurs et rippers, on ne les oublie pas, une application embarquée qui permet de faire de l'aide à la navigation, de la géolocalisation, et puis surtout une grosse interactivité pour être en accord avec les enjeux réglementaires. Ouais. Mais ça suppose quoi? Ça suppose de connecter les conteneurs, c'est ça? Comment ça marche? Aujourd'hui, un peu à l'image de l'énergie, la genèse, c'était assez ça. Nous, on était dans une école orientée énergie, on a vu qu'il y a eu une grosse digitalisation sur les dernières années, et on a vite fait le parallèle avec les déchets, où on avait pléthore de capteurs, de puces RFID, d'outils d'IoT, sauf qu'on avait sous aucune façon une plateforme qui permettait de regrouper toutes ces informations-là. Nous, on est dit, on va être ce catalyseur, cet agrégateur de données pour pouvoir d'une part leur faciliter la vie et puis d'autre part éviter de perdre de l'information tout au long de la chaîne de valeur. Oui. Mais alors ces capteurs, ils sont où? Pardon, je pose une question de béotien, mais c'est pas sur mes poubelles à moi que je sors avec la poubelle jaune, avec le papier et les conserves, si? Il y a un capteur dessus. Figurez-vous que d'ici quelques années, on va tous avoir une petite puce qui nous permettra d'identifier le bac et vous serez plus taxé par rapport à votre foncier sur l'enlèvement de l'ordure ménagère, ça sera indexé sur votre production réelle. Du coup, ça vous incitera un petit peu à faire des efforts. Alors, il y a des villes qui le font déjà. Il y a pas mal de villes qui le font effectivement. Qui sont vos clients pour premier élément? Et puis, est-ce que vous avez modélisé le gain de temps, peut-être d'argent que ça représente pour eux? Bien sûr. Alors, nos clients aujourd'hui, ce sont les collecteurs de déchets. Donc, on travaille aussi bien avec des collecteurs privés. Donc, on parle des gros noms, les Suez, Veolia, mais aussi des plus petits. Il y a pas mal de flux qui sont en train de se développer. On parle des masques jetables, c'est malheureusement d'actualité, ou les biodéchets, les articles de sport. Donc il y a un marché qui est vraiment en essor, on essaie de se positionner là-dessus. Et puis les acteurs publics, donc on a des références auprès de la ville de Paris, Grenoble qui nous a poussé au début, qui collectent aussi en propre. Et concrètement, nous ce qu'on promet, c'est un gain de temps opérationnel qui induit effectivement un gain économique, mais aussi une amélioration de la qualité de service. Et puis une trentaine d'indicateurs de pilotage pour mieux choisir ses décisions au niveau du service de collecte et puis être en capacité d'innover derrière. Unico fait partie des lauréats 2021 du Circular Challenge qui a été organisé par Citeo. Qu'est-ce que ça change? Ça vous ouvre des portes? Ouais, c'est énorme. Citeo, ils nous ont accompagnés dès le début. C'est eux qui ont validé nos premiers POC à travers des appels à projets. Et puis maintenant, on a la chance de faire partie des 8 lauréats Circular Challenge. On en est hyper fiers. C'est une facilitation d'accès au marché énorme avec un portefeuille client qui va nous permettre d'accélérer vraiment notre phase de pénétration marché. Mais il y a une sorte de coaching de la part de Citeo aussi? Un coaching, il y a de la mise en relation et puis il y a un coaching énorme à la fois sur les enjeux business et techniques parce que c'est quand même des experts métiers déchets, mais aussi sur la dimension financière où ils vont nous accélérer notre levée de fonds qu'on est en train de structurer à l'heure actuelle. Alors justement, vous me devancez ma question suivante. Cette levée de fonds, quelle forme elle pourrait prendre? Sur quelle enveloppe vous êtes parti? Surtout pour en faire quoi? Ouais, pour en faire quoi, c'est vraiment le premier enjeu. Exactement, c'est ce qu'on a essayé de figer dès le début. Aujourd'hui, on est parti sur un premier tour de table seed entre 1 et 2 millions d'euros auprès de fonds early stage et de business angels qui nous paraîtront pertinents. Et l'enjeu pour nous, c'est de financer notre pénétration marché. Donc 70% viendront être alloués à des dépenses RH, donc principalement des commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs, mais on n'a que des techs derrière nous, donc il faut aller vendre et aller avoir des enjeux opérationnels. Et 30% restants, ils nous permettront de développer le produit et d'itérer sur nos solutions. Merci beaucoup, merci Clément Marty, bon vent merci à vous. À Unico. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Ideas. Je vous propose un rendez-vous demain à la même heure et puis un grand merci aux équipes de Bismart. Salut.